Bon, alors, Mario, merci. On se retrouve plus tard. On écoute ce point de presse des autorités du Québec. Monsieur Roberge, qui s'ajoute aujourd'hui à la tribune. Alors, on écoute Monsieur Legault, Dr Arruda, qui est évidemment présent à nouveau. Et sans doute, on s'attend à différentes mesures donc, qui vont être annoncées pour les parents dans les écoles. Pour le point sur la situation du coronavirus au Québec, avec le premier ministre du Québec, François Legault. Il est accompagné aujourd'hui du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, ainsi que du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, Marco. Bonjour, tout le monde. Écoutez, comme on l'a dit hier, on a, depuis hier, accéléré le nombre de tests. Donc, c'est normal que le nombre de cas augmente. Même la plus grosse augmentation, on s'attend à ce que ça arrive demain, parce que les résultats de tests vont arriver demain. Le bilan de la dernière journée, 219 cas de personnes infectées, donc une augmentation de 38. 24 personnes hospitalisées, une augmentation de 5. 13 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. Bonne nouvelle, aucun nouveau décès. Même hier, dans les 5 décès qu'on mentionnait, il y a une personne qui avait été testée pour le coronavirus. Donc, on avait pris pour acquis que c'était quelqu'un qui était mort du coronavirus. Finalement, son test nous est arrivé négatif. Donc, on est à 4 décès. Puis les 4 décès sont dans la même résidence de personnes âgées. Donc, je pense que c'est important d'être transparent de ce côté-là. Je pense que ce que ça montre, étant donné que nos 4 décès sont dans la même résidence de personnes âgées, l'importance, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça dur, là, mais à moins d'une situation humanitaire, quelqu'un qui est en fin de vie, il ne faut pas visiter les résidences de personnes âgées. C'est important aussi que les personnes qui sont dans les résidences de personnes âgées ne sortent pas inutilement de la résidence au cas où ils ramèneraient le virus dans la résidence. Concernant le nombre de tests, on a 2000 personnes qui attendent un résultat actuellement, 9700 qui ont reçu un résultat négatif. Je vais apporter une précision là, suite à certains articles qui ont été publiés sur le nombre de tests. D'abord, quand on tient compte de la population, là, donc toute proportion gardée, on a jusqu'à présent fait plus de tests au Québec que, par exemple, ce qu'a fait les États-Unis, ce qu'ont fait les États-Unis ou ce qu'a fait la France. Quand on se compare avec les autres provinces canadiennes, on a à peu près per capita le même nombre de tests que l'Ontario, mais il y a 2 provinces qui ont fait beaucoup plus de tests pour des raisons spéciales. La Colombie-Britannique, qui avait un voisin, l'État de Washington, où il y a eu beaucoup de personnes âgées, puis bon, il y a eu aussi beaucoup de décès en Colombie-Britannique. Puis l'Alberta aussi qui a pris une approche différente de la nôtre. Nous, on a choisi que jusqu'à présent, on se concentre sur les personnes qui ont voyagé et ont des symptômes et le personnel médical. Donc, l'Alberta a pris une autre stratégie. Donc, il faut être prudent quand on compare. Donc, toute proportion gardée, si on compare avec l'ensemble du monde, là, on peut se compter chanceux. On a fait beaucoup de tests compte tenu de l'étape où on est rendu dans la progression du virus. Donc, les mesures qu'on a prises dans les 10 derniers jours vont se faire ressentir, ont un impact. En tout cas, c'est ce que nous dit la santé publique. Mais on pense qu'à ce stade-ci, il faut aller un peu plus loin. Il faut intensifier nos mesures. Donc, ce matin, avec la santé publique, on a convenu d'annoncer qu'à compter de minuit ce soir jusqu'au 1er mai, tous les centres d'achat vont devoir fermer, sauf pour les magasins alimentaires, les pharmacies et la SAQ. Bon, je veux être bien clair, là, les magasins qui ont une porte extérieure vont pouvoir rester ouverts comme les autres magasins, mais quand il faut passer dans le centre d'achat, on veut se limiter à ces 3 catégories seulement pour limiter. Actuellement, il y a trop de personnes encore dans les centres d'achat. Donc,
on veut agir de ce côté-là. On veut aussi, pour la même période, donc à partir de minuit ce soir jusqu'au 1er mai, fermer aussi toutes les salles des restaurants. On avait déjà dit, vous pouvez garder des salles ouvertes à 50%. Or, on pense qu'il faut intensifier et fermer complètement les salles, puis de garder seulement les services pour sortir de la nourriture, ce qu'on appelle en anglais les take-out. Ça, même, on encourage les restaurants qui ne le font pas à le faire parce qu'il faut continuer, évidemment, de nourrir la population. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires au cours des derniers jours sur les salons de coiffure, salons d'esthétique. C'est compliqué parce que c'est à peu près impossible de respecter la norme du 1 à 2 mètres. Donc, on demande aussi de fermer les salons de coiffure et les salons d'esthétique à compter de minuit ce soir. Donc, toutes ces mesures-là, c'est pour ralentir la propagation du virus. Maintenant, j'ai avec moi le ministre de l'Éducation, puis on veut vous parler des écoles, cégep, universités, les services de garde. On vous avait dit fin mars, donc on confirme aujourd'hui que tous ces établissements vont être fermés jusqu'au 1er mai. Au cours, par contre, des prochaines semaines, le ministère de l'Éducation, avec le ministre de l'Éducation, vont envoyer des listes de travaux qui pourront être faits par les parents pour aider les jeunes à continuer certains apprentissages. Et Jean-François travaille aussi avec Télé-Québec pour mettre en place des capsules pour les enfants. Mais je veux rassurer tout le monde, là, peu importe le scénario, on pense que la grande majorité des enfants vont pouvoir passer au prochain niveau et on n'aura pas cette année d'examen du ministère. Donc ça, c'est déjà décidé. Pour ce qui est des cégeps, les universités, il y a déjà des établissements qui offrent des cours en ligne. On va s'assurer, le ministre de l'Éducation va s'assurer que ça soit le cas pour tous les cégeps et les universités pour que les étudiants puissent compléter leur année scolaire, là, qui finissait soit au mois d'avril, soit au mois de mai, que ça soit fait. Maintenant, les services de garde, on garde exactement la situation actuelle jusqu'au 1er mai, c'est-à-dire tous fermés, sauf pour les services offerts aux parents du personnel de la santé. Puis j'en profite d'ailleurs pour dire un énorme merci du fond du cœur à toutes les éducatrices qui travaillent dans ces services-là. Vous vous occupez de nos anges gardiens, donc vous êtes, vous aussi, des anges gardiens. Maintenant, une demande pour tout le personnel, j'inclus le personnel de l'éducation, des services de garde qui ne travaillent pas actuellement. Je vous demande d'aller aider les organismes communautaires. Je le disais hier, beaucoup d'organismes communautaires comptaient sur des bénévoles de 70 ans et plus à qui on a demandé de rester à la maison. Donc, c'est possible pour vous d'aller aider ces organismes. Aider aussi de façon générale, là, puis ça, c'est un message qui est fait à tout le monde, les personnes de 70 ans et plus. Il y a des épiceries, malheureusement, là, qui ont des délais d'attente d'une semaine pour la livraison de la nourriture. Donc, s'il vous plaît, allez aider vos voisins, votre famille. C'est important que les personnes de 70 ans et plus puissent recevoir, évidemment, la nourriture. On fait toujours attention. On reste à 2 mètres de la personne âgée, mais c'est possible de le faire de façon tout à fait sécuritaire. Un message aussi pour les personnes qui ont des symptômes puis qui ont besoin d'aller se faire soigner. S'il vous plaît, dites la vérité. Là, on a eu des cas où des personnes ont caché la vérité parce qu'ils avaient peur de ne pas être soignés. Là, vous allez de toute façon être soignés. Vous allez éviter qu'on puisse transmettre le virus au personnel de la santé, ce qui est la dernière chose qu'on veut. Donc, ne pas mettre la vie en danger. Dites la vérité au personnel de la santé. C'est grave, là, il faut le dire. Un mot aussi sur les équipements critiques. Beaucoup de choses qui se disent un peu partout dans le monde sur les masques, les ventilateurs, le matériel pour faire des tests. On est correct pour les quelques semaines qui viennent. Évidemment, en toute transparence, là, pour la suite, on compte
sur des commandes. Puis on ne prend pas de chance. On a demandé déjà à une quinzaine d'entreprises québécoises de travailler au cas où à fabriquer certains de ces équipements. Puis on travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Je dois le dire, le gouvernement fédéral a réussi à placer des commandes pour l'ensemble du Canada, répartir entre les différentes provinces. Donc, c'est important de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral. Maintenant, bonne nouvelle pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour donner un répit aux Québécois qui ont des difficultés financières, ne va pas avoir de pénalité pour les factures qui sont payées en retard jusqu'à nouvel ordre. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Dernier point, concernant les policiers. Bon, je continue à être très satisfait du respect des consignes dans la grande majorité des cas. Il y a quelques cas isolés où les policiers ont dû intervenir. Ce qu'on a demandé aussi aux policiers, c'est de faire une espèce de veille, puis d'informer les gens qui ne seraient pas encore informés des consignes. Encore là, on ne veut pas aller avec la répression. Là, moi, je continue de compter sur la collaboration de tous les Québécois. Donc, je termine en répétant ce que je dis à peu près à chaque jour. Chaque geste qu'on pose actuellement pour réduire le nombre de contacts physiques va permettre de limiter la contagion et va sauver des vies. Et plus vite, tout le monde, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, plus vite 100% des Québécois suivront les consignes, plus on sauvera des vies. Donc, parlez à vos voisins, vos amis, tous ceux que vous voyez qui ne respectent pas les consignes. C'est important de les respecter. Puis là-dessus, bien, comme je vous disais hier, je suis fier et je veux vous dire merci pour votre collaboration. Grâce à cette collaboration, on va réussir ensemble. Merci. Merci. Alors, nous allons amorcer la période des questions avec Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, hier, vous avez fait une petite cachette. Vous n'avez pas dit que dans le décret que vous avez adopté vendredi soir, les rassemblements extérieurs et intérieurs étaient interdits. Pourquoi, d'une part, de ne pas avoir renseigné les Québécois là-dessus? Il y en a plusieurs hier qui ont été surpris de voir, entre autres à Québec, l'arrivée de policiers qui sont venus leur dire qu'ils ne pouvaient pas se rassembler, etc. Durant la conférence de presse hier, il n'avait jamais été question d'interdire les rassemblements intérieurs et extérieurs. Bon. D'abord, ce n'est pas une nouvelle, on l'a déjà dit depuis un certain nombre de jours, qu'on interdisait les rassemblements. Maintenant, ce que j'ai dit hier, puis ce que je répète aujourd'hui, c'est que je ne souhaite pas, sauf exception, que la police intervienne. Je compte sur la collaboration des Québécois. C'est ce que j'ai dit hier, puis c'est ce que je dis aujourd'hui. Oui, le décret nous permet de faire appliquer la loi avec les policiers, mais on n'a pas l'intention, sauf exception, de l'utiliser. Puis c'est ce que j'ai dit hier, puis c'est ce que je dis aujourd'hui. Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, messieurs. Question pour les parents, en fait, qui se demandent s'ils doivent faire l'école à la maison. Beaucoup aimeraient récupérer, par exemple, des effets, des manuels, du matériel scolaire dans les écoles. Est-ce que ça pourrait être possible pour eux? Je veux préciser une chose. On ne veut pas transformer tous les parents du Québec en enseignants, puis transformer toutes les maisons en écoles. On est dans une perspective de santé publique numéro 1, prendre soin des gens. On veut faciliter la vie des familles, pas compliquer la vie des gens qui sont déjà en quarantaine, qui des fois doivent faire du télétravail et garder leurs enfants. Donc, on est en 3 phases. On a eu 2 semaines où on a dit c'est fermé jusqu'au 27 mars. À partir du 30 mars, le gouvernement du Québec, mon ministère, mettra en ligne un site avec plein d'activités de stimulation, d'apprentissage qui vont être optionnelles, non obligatoires, mais enrichissantes, stimulantes, intéressantes. Ça va être facilement accessible. À compter du 6 avril, de la semaine du 6 avril, il y aura d'acheminer à toutes les familles, à tous les élèves, une liste d'activités hebdomadaires. Une liste de suggestions qui ne seront pas obligatoires, mais quand même qui vont être adaptées à l'âge puis au niveau des élèves. Donc, si on a un enfant en 2e année puis un enfant en secondaire 3, bon, on va recevoir 2 listes de suggestions
d'activités stimulantes, intéressantes. Si on peut le faire par courriel, ça va être par courriel. S'il y a des endroits où ils n'ont pas de courriel, c'est loin, bien, ça va se faire par la poste. On va trouver une façon de rejoindre tout le monde. Là, vous me posez la question sur aller chercher à l'école du matériel. On en a discuté ce matin. On pourra le permettre éventuellement à partir de la semaine prochaine, mais c'est quelque chose qui va être coordonné avec beaucoup de prudence. Pour éviter les rassemblements. Ça pourra être monitoré par le centre de service et la direction de l'école, sur invitation, peu d'élèves, de parents à la fois. Puis on va prioriser d'abord les enfants qui ont des difficultés scolaires, pour qui c'est plus critique d'avoir le matériel, le livre ou la tablette, l'ordinateur. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va bâtir, qu'on va réfléchir, évidemment en respectant les consignes de la sécurité publique, dans les prochains jours. Donc, je vous le dis, là, rendez-vous pas à l'école demain, rendez-vous pas personne à l'école pour aller chercher les choses, à moins qu'on ne vous y invite. Merci. André Martin, TVA Nouvelles. Oui, bonjour à vous trois. Ma question concerne le plan de contingence des soins critiques COVID-19. Le plan comporte 4 niveaux. Nos informations nous indiquent qu'on en est 4 niveaux d'alerte. Et nos informations nous indiquent que nous en sommes au niveau 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau 3 et au niveau 4? Qu'est-ce qui est prévu pour le gouvernement? Dans le fond, il y a une augmentation de l'intensité des activités, puis d'autres activités de délestage supplémentaires qui se font. Il faut comprendre que nous, on est en anticipation. Là. Même si actuellement, on aurait une capacité de traiter les patients comme tels, si ça se met à aller rapidement, on a déjà libéré énormément de lits. Okay? Dans le fond, même, je vais vous dire, par rapport à des plans antérieurs, on est beaucoup plus en anticipation parce qu'on sait que quand ça s'installe, ça va très, très vite. Fait que dans le fond, là, en principe général, là, c'est qu'il y a des phases, il y a différentes phases, il y a même une phase de réhabilitation, etc. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mesures, on analyse la situation au jour le jour, puis on essaye d'être dans la phase ultérieure en préparation. Tu sais, comme actuellement, on a déjà libéré une capacité de lit alors qu'on aurait pu attendre. Habituellement, là, antérieurement, on attendait d'avoir des signes que la surcharge s'en venait. Là, on a libéré tout de suite, ce qui permet de réorganiser le type de soins. Et aussi, si vous me permettez, on va aussi planifier, là, pour le pire des scénarios, s'il faudrait augmenter des lits, reprendre des ailes d'hôpitaux, à la limite construire, utiliser des hôtels comme hôpital, là, pour les patients qui auraient besoin de soins, mais moins intensifs. On pourrait transformer des chambres habituelles en des chambres de soins intensifs parce qu'on ajoute des respirateurs. C'est ça qui est l'ajout supplémentaire. Même si on n'a pas c'est pas des soins habituellement, on peut transformer une chambre ordinaire. Ce que les gens ont besoin dans ces situations-là, c'est de l'oxygène puis un respirateur. Donc, c'est pas le même mécanique hémodynamique et autres. Donc, c'est un peu ça la pensée. Puis je voudrais, si vous me permettez, passer un message. C'est très clair, le premier ministre, et on vous dit qu'il faut éviter les contacts physiques entre les personnes, il faut s'éloigner. Puis si on arrête, là, si on ferme les centres d'achat ou des restaurants, par exemple, où il y avait encore des personnes, puis que les personnes âgées se rejoignaient là pour prendre un café, puis etc., là, de différentes familles, il ne faut pas que maintenant ça se déplace dans la maison de un pour que les gens soient en contact. Il faut faire attention au transfert. Pour moi, là, un rassemblement, quand vous êtes dans votre propre famille, quand vous vivez tout le monde à la même adresse depuis longtemps, vous êtes ensemble. Mais dès que vous introduisez quelqu'un d'extérieur, puis ça arrive, ça, là, il ne faut pas déplacer le problème à un endroit pour l'envoyer à l'autre. Le meilleur message, c'est rester chez vous, sortez pour prendre l'air, sortez pour aller chercher vos besoins, là, pour être capable de continuer. Mais ce n'est pas le temps de se donner des rendez-vous, tout le monde ensemble. Je veux le dire parce que très souvent, les gens disent « Ah, on ne peut plus se voir au centre d'achat, on va aller se voir à la maison. » Il ne faut pas faire ça. Pas actuellement. Merci. Sébastien Bovet, Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Juste une précision, il y a toujours une seule personne qui a guéri de la maladie au Québec? D'après ce qu'on applique, je pense qu'il y en a plus que ça, si vous permettez, mais d'après le critère strict d'avoir 2 tests négatifs, à ma connaissance, c'est oui. C'est à cause, probablement ils sont guéris, mais c'est à cause des 2 tests. Mais très rapidement, il est fort probable qu'après un certain temps, puis que la personne va beaucoup mieux, on ne fera pas 2 tests pour être capable. Il faut garder les tests pour les bonnes choses. La presse. C'était juste une précision. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Bon, au sujet des écoles. Doit-on comprendre? Là, c'est une liste de travaux donc optionnels et les examens du ministère sont annulés. Donc, on comprend qu'au fond, tout le monde va diplômer. Là, en secondaire 5, les gens vont recevoir, les élèves de secondaire 5 ont un diplôme à la fin d'études secondaires. Est-ce que c'est ça qu'on comprend? Tout le monde passe à l'autre niveau
assurément l'année prochaine? D'abord, il est possible qu'on ouvre les écoles à partir du 4 mai. C'est pas exclu. On annonce qu'on ferme jusqu'au 1er mai. Éventuellement, au mois d'avril, on décidera si on peut rouvrir nos écoles ou pas. Mais advenant le cas où on n'ouvrira pas nos écoles à partir du 4 mai, on va demander aux enseignants de tenir compte des évaluations précédentes. Il y a déjà 2/3 de l'année qui est faite. Plus de 65 à 70 des jours de classe prévus au calendrier sont déjà faits. Il y a déjà suffisamment d'évaluations. 2 bulletins ont été acheminés aux parents. Donc là, les enseignants prendront la décision. Mais on peut imaginer qu'un élève qui a été en grande difficulté toute l'année ne sera pas automatiquement promu par magie à l'année suivante. Charles Cavalier, le Journal de Montréal. Bonjour. Le journal s'est entretenu avec beaucoup de personnes qui ont été testées pour la COVID-19, mais qui attendent leurs résultats depuis bientôt une semaine. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces délais? Puis qu'est-ce que vous dites aux gens qui attendent chez eux en quarantaine dans l'anxiété d'avoir leurs résultats? Bien, là, j'ai reposé la question ce matin. Je pense que demain, là, puis c'est pour ça que je pense que le nombre de cas va augmenter demain, je pense qu'on pourrait dire qu'à partir de demain, là, ça va être maximum 2 jours avant d'avoir un résultat. Donc, vous dites aux gens qui attendent il y en a certains cas, là, ça dépend des régions, là, mais il y a certaines régions où peut-être qu'il y a des gens qui attendent depuis plus de 2 jours, là, mais à partir de demain, ça devrait être 2 jours. Merci. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur Legault, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui... l'étendue des pouvoirs des policiers dans cette fameuse interdiction des rassemblements, jusqu'où peuvent aller les policiers et combien peuvent être les amendes? Je comprends que vous dites que c'est théorique, mais si vous avez passé un règlement, un décret qui le permet, je pense que les Québécois ont le droit de savoir à quoi ils s'exposent si jamais ils contreviennent aux règles. Bien, essentiellement, ce qu'on peut dire, là, c'est qu'on peut interdire avec les policiers un rassemblement. On peut obliger une personne, par exemple, qui a été testée positive à rester chez elle, à s'isoler. Donc, les règles qui ont été fixées par le docteur Arruda depuis une semaine, bien, ce sont des règles qui, si nécessaire, peuvent être forcées d'application par les policiers. Mais on n'est pas rendu là, puis je souhaite pas qu'on en soit là, sauf pour des cas d'exception. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Justement, sur cette même lancée, on rapporte qu'il y a des situations à Montréal qui sont un peu compliquées. Il y a des policiers qui interpellent des personnes en situation d'itinérance, mais disent qu'ils ne peuvent pas les forcer à aller être testés ou à être soignés. Or, ces personnes-là se promènent beaucoup dans la rue, ont des symptômes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les policiers demandent clairement des consignes dans ce cas-là. Bien, ils vont recevoir des consignes. Il faut aussi comprendre, si vous me permettez, puis ça va changer avec le temps, là. On n'a pas de transmission beaucoup interhumaine. Quelqu'un qui présenterait des symptômes compatibles avec le coronavirus au moment où on aurait une circulation intense, puis là, on va faire appel au jugement des gens aussi, là, parce que c'est des pouvoirs qu'on se donne, mais qu'on ne veut pas nécessairement appliquer d'emblée. Puis, tu sais, au sens de la loi, si vous me permettez, un rassemblement, c'est 2 personnes. On n'ira jamais arrêter 2 personnes parce qu'on considère ça comme étant un rassemblement. Il y a un jugement à porter sur la situation. Donc, si un itinérant, à mon avis, a des symptômes, puis on considère qu'il pourrait être une source à un moment où il y a une épidémiologie intense, on pourrait l'apporter à l'urgence pour sa santé à lui, puis pour la santé des autres. Une précision là-dessus, clairement. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir pris la décision vendredi, mais l'avoir annoncé seulement hier soir? Pour le décret pour interdire les rassemblements? Non, le décret a été adopté vendredi soir. Bien, évidemment, c'était après la rencontre journalière avec les journalistes. Donc, à la première occasion, je l'ai annoncé. Donc, je fais un point de presse par jour à 1 heure. Donc, samedi, hier, à 13 heures, j'ai annoncé le décret qui a été adopté la veille au soir. André Martin, TVA Nouvelles. Ben oui. André Martin, avez-vous une question? Oui, j'aimerais avoir des précisions. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions sur jusqu'où vous pourriez élargir les tests de dépistage
par exemple, les proches des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, les conjoints, des conjointes, des infirmiers, des infirmières. Il y a des gens qui nous appellent, qui sont inquiets et qui veulent passer les tests et pour qui il y a un grand délai. On parle parfois d'un délai d'1 semaine alors qu'on présente des symptômes. On a des témoignages précis là-dessus. Est-ce que vous envisagez élargir la possibilité? C'est clair qu'on prévoit l'élargir. Puis si vous me permettez, là, il faut aussi comprendre une chose. Il y a des gens qui n'ont pas de symptômes ou qui veulent se faire tester aussi. Je veux juste le clarifier. Quand vous n'avez pas de symptômes, si on vous teste puis vous êtes négatif, c'est une fausse sécurité. Ça prend des symptômes pour avoir une détection. Maintenant, on y va par ce qu'on appelle où est le risque le plus important. Puis je peux comprendre, là, si par exemple, on va élargir. Là, actuellement, à travers la santé, que des symptômes, même si ce n'est pas voyager, il va être fait. À mesure qu'on va évoluer dans l'éclosion ou l'épidémie au Québec, les critères vont changer pour que le test soit fait là où il y a le plus d'impact. Il y a eu des backlogs au début. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu des personnes qui ont été testées, mais qui ne répondaient pas du tout aux critères, pour toutes sortes de raisons. Le médecin l'avait fait, etc. Ces tests-là, ils ont été placés en arrière de la liste. Ils ne sont pas à haute priorité. Parce qu'il faut faire les tests. Premièrement, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un cas, puis qu'il y a un cas dans la famille, ou les gens qui sont en contact étroit, au travail, dans la famille, les enquêtes, là, si on a des symptômes, on les met en isolation, ces personnes-là, OK, pendant 14 jours, par rapport au dernier contact. S'ils développent des symptômes, ils sont testés tout de suite. Fait que je ne sais pas si vous comprenez. On va là où, mais là, vous me dites, il y a des gens qui sont des travailleurs de la santé, qui n'ont pas été en contact avec personne, etc., puis qui ont des symptômes. Conjoints. Oui, mais c'est des catégories qu'on est en train de regarder pour les mettre en place. Oui, je voulais m'assurer d'être précise. On va les mettre en place, OK? Ouais. On va les mettre en place, ces éléments-là. On ne veut pas qu'on infecte un travailleur de la santé, etc. Ça va se faire, ça va s'élargir. Sébastien Bovet, Radio-Canada. Parlant d'élargir, est-ce que vous pourriez élargir l'accès au centre de la petite enfance ou aux garderies pour d'autres travailleurs qui sont essentiels dans la chaîne d'approvisionnement actuellement, c'est-à-dire des gens qui travaillent en épicerie, des camionneurs, qui, eux, doivent continuer à travailler, pas le choix d'être à la maison, là, doivent continuer à travailler. Est-ce qu'ils pourraient avoir accès aux services de garde? On pourrait le faire. On s'est posé la question, mais pour l'instant, on n'a pas l'intention de le faire. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est important aussi que les personnes qui ont des enfants puissent continuer de travailler. Et on veut vraiment réserver ce service-là, pour l'instant, au personnel de la santé. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, je reviens sur les tests. Et je reviens d'ailleurs sur un élément que j'ai abordé hier. Combien de Québécois, on dit qu'il y a des milliers de Québécois qui se font dire, avec la ligne, là, en appelant, vous devez passer un test, vous devez en passer un. Ces personnes-là souhaitent avoir un test, mais attendent depuis des jours pour subir le test. On dit qu'il y a des milliers de Québécois comme ça qui n'ont pas accès alors qu'on leur dit que vous devez subir le test. C'est quoi l'état de situation et pourquoi on tolère ça? Bien, je peux commencer, puis je vais laisser le docteur Arruda poursuivre. J'ai posé la question ce matin. On me dit que c'est vraiment des exceptions. Les gens qui ont des symptômes et qui ont voyagé actuellement, il ne devrait pas y avoir de délai d'attente. On a plus de capacité que le nombre qui est demandé dans cette catégorie-là. Donc, ce sont des exceptions, là, à mon avis. Écoutez, moi, l'information que j'ai, puis là, il faut faire attention à ce que les gens, je ne sais pas ce qui est dit, je n'ai pas fait la vérification de chacun des cas, puis de l'appel. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent avoir le test, puis dans les faits, ils se sont fait dire que ce n'était pas nécessaire. Mais là, vous me dites qu'il y en aurait, OK? Je pense qu'on est en train de regarder on est en train de regarder la situation. Comme il y a du monde, je suis convaincu, qui ont passé un test il y a 2 semaines, puis le résultat n'est pas encore sorti, parce qu'ils sont dans le backlog de la pile priorité 4, parce qu'il n'y avait pas de... On sait que ce n'était pas des indications. Probablement, là, à cette époque-là, ce n'était pas une indication. Plus on va avancer dans la contamination au Québec, qu'on veut retarder par les gens qui restent chez eux, plus les critères vont s'élargir. Il y a un équilibre entre faire des tests sur des gens que ce n'est pas indiqué. Je ne sais pas si vous comprenez. On sait là, que dans cette population-là, il y en a presque pas. On va perdre des tests, surtout quand on est en capacité moindre. Là, on a augmenté la capacité de façon maximale. Puis je pense que le principe, là, c'est que si vous avez des symptômes, restez chez vous. Mais n'oubliez pas qu'on sort de la grippe, qu'on sort du rhume. Puis la très grande majorité de ce monde-là, la très grande majorité, ce ne sera pas ça.
mais on ne prendra pas de chance, comme je vous le dis. À mesure que l'éclosion, que l'épidémie va s'installer au Québec, puis qu'il y a plus de probabilité de le faire, les critères vont s'élargir. Actuellement, on le fait aussi. Même les gens qui sont hospitalisés dans les hôpitaux là, pour des syndromes respiratoires, même s'ils n'ont pas voyagé, etc., on va les tester pour savoir si eux, ils l'ont attrapé ici en termes de communauté. Fait que je comprends très bien votre question. C'est monitoré. C'est pas moi qui la monitoré directement, c'est une autre équipe là, qui s'occupe des tests, etc. Mais on apporte des ajustements. Puis je peux vous dire qu'on a une liste qui s'en vient, là, puis on l'évalue, puis même des fois, des priorités 4 deviennent des priorités 1, puis ça se peut très bien que les gens qui reviennent de voyage, on ne les testera plus. On va considérer que quelqu'un qui revient de voyage qui a des symptômes, c'est du coronavirus. Charles Cavalier, le Journal de Québec. Bonjour, M. Legault. Sur votre aspect, il semble avoir un décalage entre votre discours. On ne veut pas faire intervenir les policiers et la réalité. Dans la nuit d'hier, il y a eu 10 interventions du SPVQ dans des maisons. Ce matin, il y a eu une intervention du SPVQ à l'escalier du Cap-Blanc pour disperser les coureurs. Donc, on comprend là, que si quelqu'un appelle parce que son voisin a un party de famille, la police va aller faire une intervention. C'est ça qui se passe. Yeah. La police est là pour faire une veille puis pour informer la population. C'est des rares cas où ils utilisent la force pour y arriver. C'est ce qu'on a connu avec les policiers. On a parlé ce matin avec Geneviève Guilbeault. Geneviève en parle avec les différents corps de police. Pour l'instant, il faut que ça reste des exceptions. On compte sur la bonne foi des gens. Puis je répète, le décret est adopté vendredi soir, puis on l'a annoncé samedi, donc, et ici dans le point de presse et dans un communiqué. Merci. Alors, on va faire une troisième ronde. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. M. Arruda, il y a des centaines de Québécois qui vont revenir sur des vols au cours des prochains jours, prochaines heures. Là. Le fédéral a annoncé qu'ils avaient organisé des... Quelles vont être les mesures spécifiques prises pour ces gens-là qui reviennent de pays où il y a des éclosions importantes de coronavirus? Est-ce qu'il va y avoir des tests particuliers qui vont être faits, un suivi particulier qui va être fait sur ces gens-là pour s'assurer d'une part qu'ils s'isolent et qu'ils le fassent bel et bien, qu'ils n'aillent pas faire l'épicerie avant, s'en aller à la maison, etc. Là. Et est-ce qu'il va y avoir des tests pour ces gens-là? Mais les tests vont se développer seulement s'ils ont des symptômes. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne sert à rien de ne pas tester. Si on ont des symptômes, puis ils reviennent de l'extérieur, ils font partie de la catégorie 1 qu'il faut faire. Fait que ça, ils vont avoir des tests. Maintenant, ça va être un isolement volontaire reforcé, là, je vous dirais très forcé, par rapport au fait... Parce que vous comprenez que nos équipes de santé publique, là, quand ils mettent de l'énergie là-dessus, ils ne mettront pas dans l'investigation des cas et des contacts. Parce que quand on a introduit le virus dans une famille ou dans une résidence, etc., il faut qu'on s'occupe de tous ceux qui ont été autour, les contacts, etc. Il faut mettre l'énergie là, pas nécessairement d'aller appeler tous les jours les gens qui reviennent de voyage. Mais les gens qui vont revenir de voyage vont avoir des consignes claires. Isolement volontaire pendant 14 jours. Puis là, vous allez dire comment ça fait. Les gens vont leur faire attention, puis leur famille aussi pourrait les renforcer. On n'est pas rendu à un stade de délation, là. C'est pas ça qu'on veut. Mais on veut faire prendre une prise de conscience importante. On va leur recommander de prendre leur température tous les jours. Au moindre symptôme, de pas aller se promener, mais d'appeler à la bonne place pour avoir le test. Donc, c'est ça. À ma connaissance, puis il faudrait que je fasse des vérifications avec le fédéral, ils ne sont pas placés en quarantaine comme on l'a fait à Trenton, etc. C'est ce que j'ai comme information, mais je vais vous dire, je n'ai pas eu de contact, moi, personnellement, avec le fédéral au cours des dernières 24 heures. Mais c'est clair, de toute façon, ça, c'est ceux qu'on va savoir qui vont arriver. Là. Il faut avoir l'attitude. Il faut que tout le monde comprenne là, que tu reviens de voyage, tu peux filer bien en forme, mais tu as été dans un pays à l'extérieur, tu as peut-être été en contact sans le virus. Ce que vous avez à faire, c'est de rester isolé pendant 14 jours à la maison avec votre famille. Surtout si les gens ont voyagé avec vous. Si on n'a pas voyagé avec vous, même au sein de votre famille, vous prenez une distance. Puis au moindre symptôme, vous téléphonez. C'est pas le temps d'aller contaminer les autres. Patrice Bergeron? Vous nous donnez des consignes tous les jours, mais il semble y avoir de la confusion dans la façon dont c'est interprété sur le terrain. Je vais vous donner 2 exemples. Dans des résidences pour personnes âgées privées, là, il y a des personnes âgées qu'on exige qu'ils restent dans leur appartement. Ils ne peuvent même pas sortir prendre une marche alors qu'elles sont en pleine santé. Est-ce que c'est absolument la façon dont ça devrait être interprété? Ou encore, un autre exemple, dans des supermarchés, certaines personnes qui donnent le service portent des gants, certaines ne le portent pas, ne savent pas trop comment faire pour interagir avec les clients. Est-ce qu'on peut clarifier des règles comme ça? Je pense qu'il y a des instruments qui sont produits, là, puis c'est sûr que quand on arrive avec une série de mesures comme ça, vous savez, là,
J'ai jamais vu ça au Québec, qu'on donne des points de presse à tous les jours, puis que les mesures vont en augmentant, etc. C'est normal qu'il y ait une certaine partie de la population, même dans notre propre réseau de la santé, qui se pose des questions. On reçoit ça, on essaie de répondre avec des questions précises. Les gants. Bon, les gants, là, vous allez voir, même quand c'est normal pour servir l'alimentation, il y en a qui vont porter des gants, d'autres qui n'en portent pas. Mais je veux dire, c'est pas là que l'enjeu, je dis, c'en est un, là. Surtout les gants, il faut se laver les mains, etc. Mais l'enjeu, là, c'est toujours les grands principes de distanciation sociale au maximum, d'hygiène de mains, etc. Pour ce qui est des résidences pour personnes âgées, actuellement, les décès qu'on observe au Québec sont surtout chez des personnes âgées qui vivent dans des résidences pour personnes âgées. Puis c'est pas les CHSLD où les patients sont au lit puis sortent pas dans les faits. On a fermé les visites qui rentrent de l'extérieur pour pas venir les contaminer, là. C'est dans les résidences où les personnes âgées, puis ils peuvent sortir, aller prendre une marche dehors. Mais s'ils s'en vont à une fête familiale avec d'autres gens, ou s'ils s'en vont se rassembler avec d'autres personnes âgées dans un lieu, s'il y en a un qui est malade là-dedans, puis qui revient dans sa maison, c'est une bombe. Comprenez-vous? Donc, il faut juger la question. Tu sais, dans les résidences pour personnes âgées, par exemple, s'il y a une cafétéria, on va essayer de s'organiser pour qu'il y ait moins de rassemblements. Parce que qui vous dit pas que quelqu'un n'a pas vu son enfant qui est venu, qui revient de voyage, puis qui n'a pas été contaminé? Fait que c'est ça les principes. Puis je vais vous dire, c'est aussi vrai chez vous. Si vous êtes une personne âgée, c'est pas le temps de recevoir de la visite. C'est plate, là. Mais vous pouvez parler à vos gens, à votre famille, ils peuvent venir avec une certaine distance, mais c'est pas le temps. Même si c'est votre fête, vous avez 80 ans, puis ça fait des années que vous l'attendez, c'est pas le temps de faire votre fête actuellement en invitant des voisines, etc. C'est ça le principe. Merci. Oui, OK. Rapidement, André Martin. Bien, je ferais peut-être encore un petit peu de chemin là-dessus, M. Arruda, parce que, de toute évidence, l'anxiété ou en tout cas le stress et les questionnements augmentent dans les résidences pour personnes âgées. On sent que parfois que c'est 2 poids, 2 mesures. Est-ce que vous pourriez éventuellement demander à ce qu'il y ait des agents de sécurité? Parce que là, vous fermez les centres commerciaux, là, mais pour vrai, dans certains centres pour personnes âgées, là, on joue encore à pétanque intérieure, on joue aux poches et on se dit que c'est pas grave. Alors, ça crée des frustrations et des craintes pour ceux qui respectent ce que vous demandez aux gens. Allez-vous hausser d'un cran? Pourriez-vous demander de la sécurité partout? Bien, on pourrait, mais la sécurité, ça dépend de ce qu'on va en faire, mais on va être sûr qu'on informe adéquatement les différents milieux des consignes, OK? Parce que là, c'est sûr que les oreilles de certains étaient comme plus fermées. Là, comme il commence à y avoir des morts dans les centres, les gens réalisent que ça peut être un problème. Vous avez raison. Je pense qu'il y a une direction, Mme Blais et la sous-ministre adjointe de cette direction-là va être en mesure d'évaluer la situation puis de donner des consignes. Il y a encore des comportements qui sont à corriger. On va s'assurer pour le faire comme tel, donner ces consignes-là adéquatement aux personnes âgées. Et aussi, l'autre élément que je tiens à vous dire, quand on installe ce genre de mesures, il y a des effets psychologiques, il y a des effets sociaux qui sont majeurs. Donc, on va demander aussi à nos équipes d'intervention psychosociale de supporter les gens pour qu'ils comprennent. Parce que, vous savez, quand vous êtes vieux, vous êtes seul, vous êtes enfermé quelque part, vous ne comprenez pas, il y a peut-être un cas de coronavirus dans l'autre chambre à côté, vous avez peur, là. Il faut falloir aussi qu'on prenne soin des gens en lien avec leur santé physique, pas qu'ils attrapent la maladie, c'est une priorité, mais aussi en lien avec leur santé mentale. Et les équipes psychosociales vont développer des instrumentations, sans nécessairement rentrer dans la bâtisse, mais pour être capable de rassurer les gens. Et je demande aux familles aussi de collaborer, parce que c'est pas une chose qui est facile. Ma mère est décédée, mes 2 parents sont décédés, mais je peux comprendre très bien que j'aurais été mal à l'aise. Mais c'est une question de vie ou de mort. Merci, Sébastien Bovet. Peut-être juste, je veux ajouter mon poids à ce que le docteur Arruda vient de dire sur les résidences de personnes âgées. Là. Puis je ne parle pas seulement des CHSLD. C'est pas idéal du tout qu'il y en ait qui continuent à jouer de façon là, à moins d'1 ou 2 mètres de d'autres personnes. Je comprends aussi que certaines résidences sont inquiètes puis veulent, dans certains cas, même pas laisser les personnes aller prendre une marche seule parce qu'ils se disent, tout à coup, ils rencontrent quelqu'un, ils attrapent le virus, puis là, ils amènent ça dans la résidence, ça serait comme une bombe. Donc, moi, je peux comprendre là, qu'il y en a qui vont plus loin que nos consignes. Est-ce que nous, même, on voudra, dans les prochains jours, encore être plus dur sur certaines consignes? Peut-être.
Mais j'invite, entre autres, toutes les résidences de personnes âgées à respecter la règle du 1 ou 2 mètres, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Puis là, la question se pose, effectivement, on est en train de se la poser. Est-ce qu'on devrait continuer de permettre aux personnes âgées, de centres de personnes âgées, de sortir au risque d'être contaminées puis de ramener ça dans la résidence? C'est une question qui est tout à fait légitime. Puis je peux comprendre que certaines résidences disent on ne laisse plus sortir personne. Dernière question en français, Sébastien Bovet, Radio-Canada. Quelle est la logique derrière le fait de garder, de fermer des commerces jugés non essentiels dans des centres commerciaux et de garder les succursales de la SAQ ouvertes? Oui, on s'est effectivement posé la question. Je voudrais pas qu'il y ait une ruée vers tous les endroits où on vend de la boisson, incluant les épiceries. Je voudrais pas qu'il y ait de chaos. Si on ferme, on commence à fermer. C'est possible qu'on ferme pour un certain temps. Donc, on a évalué, encore une fois, la balance des inconvénients, puis on pense que c'est préférable de laisser les SAQ ouvertes. Essentiel? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que on pense qu'il y aurait plus d'inconvénients à fermer les succursales de la SAQ. Merci. Alors, les questions en anglais maintenant avec Julia Page. Peut-être, maybe, oui. because I just forgot to say a few words in English, so I'll do that right now. So, as I expected, the number of cases continue to grow, but the actions we're taking since 10 days will start to really... Voilà, alors c'était le point de presse quotidien du gouvernement Legault, point de presse de 3 quarts d'heure où, vous voyez les nouveaux chiffres. D'abord, vous donnez ces chiffres-là qu'on attendait avec impatience. Donc, on en est à 219 cas au Québec. C'est une augmentation de 38 cas. Du côté des décès, on était à 5 hier, on est à 4 aujourd'hui parce qu'une des personnes qui est décédée, finalement, n'était pas atteinte de la COVID-19. On parle de 24 hospitalisations, c'est 5 de plus qu'hier. 13 personnes sont aux soins intensifs, c'est 3 de plus qu'hier. On parle toujours d'une personne rétablie. Des mesures importantes, au fur et à mesure, évidemment, que la maladie progresse, la contamination progresse. On doit resserrer les mesures qu'on a prises depuis le début. Donc, à compter de ce soir minuit, tous les centres d'achat sont fermés. Les salles des restaurants également, jusqu'au 1er mai, sont fermées. On veut fermer aussi les salons de coiffure, salons d'esthétique à partir de minuit et différentes mesures qui vont intéresser beaucoup les parents dont on va parler tout de suite après la pause avec Mario Dumont.